Questions diverses, voilà, questions diverses. J'ai une question sur Monoprix et la possibilité, oui, la possibilité de faire de la téléconsultation. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau truc qui vient de Ah oui, sortir. ah oui, oui. Quelle est votre position et voilà, y a-t-il des positions prévues par les syndicats au sujet des télécabines de téléconsultation prévues par la société Tessan à Monoprix? Ouais, mais bien sûr, on est opposé, hein. D'ailleurs, on a alerté la CNAM là-dessus. On avait déjà alerté parce qu'il y avait déjà eu des tentatives, hein, Nous, la position sur la téléconsultation, c'est de l'organiser dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé, c'est-à-dire dans une stratégie de territoire pour les soins non programmés, pour le suivi des patients chroniques, entre un pharmacien correspondant. D'ailleurs, l'arrêté va bientôt sortir de ce pharmacien qui est habilité à changer les traitements, à renouveler les traitements, adapter les posologies. Il va sortir très rapidement, ça c'est 10 ans de travail de l'USPO. Et donc un pharmacien qui suit un patient chronique avec le médecin pour voir réadapter la situation si c'est nécessaire, demander un avis médical à distance, etc. Mais ce business des téléconsultations comme le business des autotests, voilà, ça n'a rien à faire dans le système de santé. Et donc, bien sûr, c'est des coûts, c'est des gens qui sont en opportunité, qui essaient de refiler leur cabine et qui essaient de faire reporter le business en coût assurance maladie. Je pense que ça va pas faire. Donc oui, nous, on est totalement opposés parce que c'est au contraire un moyen de désorganiser le système de santé, puisque l'objectif, c'est de créer, à travers les CPTS, à travers les équipes de soins primaires, la possibilité de déléguer aux pharmaciens ou aux infirmiers certaines missions pour mieux prendre en charge les patients. Et l'outil de téléconsultation est un outil qui peut permettre de répondre à cette nouvelle organisation. Mais pas des gens qui sont extérieurs au système de santé et qui vendent des cabines et en plus le font payer par l'assurance maladie. Ça ne va pas. Donc oui, on est très très fermement opposé à ça. D'ailleurs, ça marchera pas. Une autre question diverse donc sur la sérialisation. Pourriez-vous nous en parler? Les LGO nous poussent beaucoup. Ouais, oui, c'est-à-dire que d'abord c'est une obligation. Donc ceux qui vous ont expliqué qu'ils avaient avec leurs petits bras musclés tordre l'Europe, etc. Pendant la campagne électorale, on va voir ce qu'ils font maintenant. Nous, on vous a toujours dit la vérité, c'est une obligation. Nous, on a obtenu de pouvoir le faire en back-office, à la réception de la commande. Ce qui permet de ne pas être embêté au moment où, quand on est devant le patient, eh bien, de se retrouver avec une boîte qu'on ne peut pas délivrer et piquer un phare aussi rouge que la boîte qui clignote en rouge. Donc ça, c'est pas la bonne solution. Et puis ça évite de stocker un produit qu'on ne pourra pas délivrer alors qu'on aurait pu le détecter à l'entrée. Donc on continue de travailler avec les éditeurs de logiciels pour qu'ils développent ce système-là, de passer par le connecteur de l'ordre. L'ordre va baisser sa cotisation pour vous éviter un coût supplémentaire, voilà, qui est demandé par France NMVO. Donc du coup, ça, c'est à solde zéro pour vous. Et pour éviter l'exploitation de ces données, parce que les industriels sont en train d'essayer d'exploiter ces données, et ce n'est pas l'objectif. Et puis, c'est lutter contre la contrefaçon. Et on voit bien que sur les vaccins Covid, déjà, il y a des tentatives de contrefaçon. Donc, il faut faire très, très attention là-dessus, ne pas croire que, voilà, on est totalement imperméable. Ce n'est pas vrai. Après, ce qu'il faut, c'est que ça ne coûte pas cher. Donc, on a demandé aux éditeurs de logiciels de faire un effort pour pas que ça coûte trop cher. Et ensuite, de gérer la boîte qui a été détectée par le pharmacien comme susceptible d'être contrefaite et que ce ne soit pas un coût pour le pharmacien. Il faut que ce soit pris en charge par la chaîne et pas par le pharmacien. Mais voilà, vous allez voir que ça va monter en charge, mais comme ça s'est fait dans tous les autres pays. Et les Allemands, ils sont à 95% de sérialisation aujourd'hui, voire même plus. Voilà, donc tous les autres pays s'y sont mis, il n'y a pas de raison que la France s'y mette pas. Ça demande bien sûr une organisation au niveau de l'officine, ça demande une manip supplémentaire, bien évidemment,
et c'est le gage de qualité. Maintenant que c'est dans les bonnes pratiques, le danger, c'est qu'un inspecteur en pharmacie vous demande qu'est-ce que vous avez mis en place pour la sérialisation. Et il est légitime à le faire puisque c'est dans les bonnes pratiques. Donc, ceux qui vous ont expliqué que ça servait à rien, que c'était affreux, que vous allez voir, que voter pour la FSPF, comme ça, vous ne pourrez pas sérialiser, vous allez voir ce qu'il en est maintenant, quoi. Voilà, si vous avez écouté les sirènes des marchands de soupe au moment des élections, eh bien, vous allez être déçus. Donc oui, ça va se faire. Le tout, c'est d'organiser à l'entrée et de demander à votre éditeur logiciel comment ça fonctionne pour le faire à l'entrée. Et vous verrez qu'après, ça va devenir un acte transparent, comme on a aujourd'hui toute une série d'actes qu'on a intégrés dans notre activité. J'en profite pour dire à tous les pharmaciens, je vous invite à aller sur le site de l'ordre où il y a je dirais, la démarche qualité. Et c'est une démarche qualité qui est proposée à la fois par l'ordre, à la fois par les syndicats, par les groupements de pharmaciens, par les étudiants, par les maîtres de stage, avec les responsables de groupements qui sont présents. Et cette démarche qualité, elle est gratuite. Elle permet à votre équipe eh bien, de rentrer dans une procédure à distance, de voir si sur la gestion du stock, la gestion du frigo, la délivrance de tels médicaments, la sérialisation, d'autres sujets, vous êtes performant, peu performant ou pas du tout performant. Et ça vous permet de vous améliorer dans l'organisation de la pharmacie et d'en faire un élément de dynamique dans la gestion de votre équipe officinale. Voilà, et tout ça est parfaitement gratuit, anonyme, quand vous faites cette évaluation, dont personne ne devra regarder, n'a le droit de vous dire regardez à quelle note vous avez obtenue, et les mesures que vous mettez en place pour améliorer, puisque la qualité, nous savons que c'est une exigence dans notre profession et que nous devons mettre en place. Je trouve que cette démarche est très positive et permet justement de faire quelque chose sans avoir les contraintes des pouvoirs publics, c'est toujours beaucoup mieux. Donc je vous invite à y aller, démarche qualité, vous allez sur le site et vous avez tous les tiroirs que vous allez pouvoir ouvrir au fur et à mesure pour faire cette démarche et voilà, chercher toujours à être le plus performant possible. Vous pourrez voir aussi qu'il y a eu un énorme travail de l'ordre qui a été fait sur cette démarche qualité, avec des procédures qui sont remises à jour en temps et en heure. Par exemple, si on prend les procédures vaccination ou les procédures tests antigéniques, chaque fois qu'il y a quelque chose, ils remettent la procédure à jour et c'est vraiment très très réactif. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce qui est fait sur le site de l'ordre. Et c'est validé par tout le groupe qualité, c'est-à-dire à la fois les syndicats de pharmaciens, les étudiants, etc. Donc c'est une démarche de toute la profession. Hein. Donc c'est l'ordre qui le pilote et qui le fait gratuitement, puisqu'elle avait des moyens techniques de le faire. Mais chaque fois qu'on valide des fiches, elles sont validées par le groupe de travail qui est le haut comité de la démarche qualité. J'ai encore des questions sur la sérialisation. Peut-on toujours faire des dépannages entre pharmacies quand on est sérialisé? Ben, si vous faites la sérialisation à l'entrée de l'officine, donc toutes les boîtes que vous avez stockées dans votre pharmacie, sachant que ce sont que les boîtes à prescription médicale obligatoire qui sont concernées, les autres ne sont pas concernées, vos boîtes ont été, le signal a été envoyé au hub européen pour dire que voilà, cette boîte va être délivrée par telle pharmacie. Vous savez, cette boîte, elle est sécurisée, elle n'a pas d'alerte. Et au moment de l'acte de dispensation, eh bien, il n'y a plus de message de recherche de sérialisation puisque cette boîte a été certifiée comme étant conforme. Donc, si vous dépannez un autre confrère, cette boîte, eh bien, oui, elle peut être dispensée. Le tout, c'est que quand le pharmacien vous rend la boîte, que lui ait fait la même démarche dans sa pharmacie et que la boîte ait été ce qu'on appelle décommissionnée. Et donc, quand vous allez la voir, eh bien, elle pourra être délivrée sans aucun problème. Et quand le confrère vous la
vous la rend, vous pouvez vérifier que voilà, elle est bien conforme et qu'il n'y aura pas de problème au moment de la dispensation. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est quand vous récupérez votre commande, vous devez décommissionner toutes les boîtes. Celles qui doivent être décommissionnées, toutes doivent être décommissionnées. Donc il y a une gestion et peut-être que ce serait bien de demander aux grossistes répartiteurs de nous faire des bacs de toutes les boîtes à décommissionner et des bacs de toutes les boîtes qui ne nécessitent pas de décommissionnement. Ça peut être une demande que vous pouvez faire à votre grossiste répartiteur, ça peut être utile. Et vous rappelez que un des objectifs aussi, c'est de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des codes consolidés. C'est-à-dire quand vous avez un standard, de pouvoir sur le carton avoir un QR code qui vous permet de décommissionner toutes les boîtes qui sont dans ce carton en une seule lecture. Ça ferait gagner du temps. C'est pour ça que c'est bien de le faire à l'entrée. Est-il normal que notre éditeur de LGO nous demande un abonnement pour la sérialisation? Nous, on a demandé à ce que ce ne soit pas fait, quoi. Donc, si on le fait à l'entrée, certaines ne font pas payer un abonnement. Si on le fait à la sortie, comme il y a eu un coût de développement, etc., ils demandent un abonnement. Négocié. Et a priori, vu que c'est dans les bonnes pratiques de dispensation, normalement… C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça fait partie des actes de qualité du service pharmaceutique. Voilà, donc ceux qui vous ont expliqué il y a quelques semaines encore que c'était des cow-boys et que si jamais un inspecteur venait dans une pharmacie, eh bien, vous trouverez la FSPF qui viendrait vous défendre, etc. Voilà, je pense que là, vous allez les attendre pendant longtemps, les responsables FSPF. Par contre, vous serez embêtés, par contre. Il y a non seulement ça, mais aussi maintenant les assurances qui commencent aussi à mettre leur nez dans les bonnes pratiques et dans la sérialisation, en disant que si une pharmacie ne sérialise pas et qu'il y a un souci sur une boîte qui n'a pas été sérialisée, sa garantie ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de protection professionnelle par l'assurance, c'est-à-dire qu'il y aura une exclusion. Ça peut être très très lourd. Ouais. Ben, c'est comme quand vous avez un incendie dans votre maison et que vous n'avez pas vérifié votre installation électrique. Vous savez, les assureurs cherchent toujours à se dédouaner à un certain moment du risque. Et donc là, si vous ne faites pas les choses correctement et qu'il y a un accident, par exemple, avec une personne sur un médicament que vous avez délivré, ben, si la signalisation n'est pas mise en place, ça peut discuter. A priori, il y a un éditeur de logiciel qui ne peut pas encore proposer la sérialisation à l'entrée des médicaments. Si vous pouvez demander lequel, ça m'intéresse. Oui, je sais. Vous voulez que je le dise ou pas? Oui, bien sûr. Ok. EasePharm, logiciel Léo, me dit qu'il ne peut pas encore proposer la sérialisation à l'entrée des médicaments à l'officine. L'USPO peut-elle appuyer mes demandes réitérées de le faire au plus vite? Oui, eh bien oui, il faut qu'il le fasse puisque ça fait partie d'un accord qu'on a eu avec les pouvoirs publics. Et donc, franchement, s'il a développé à la sortie, c'est beaucoup plus facile de développer à l'entrée. Donc après, c'est une posture qui peut poser problème. Donc oui, vous pouvez lui demander de le faire à l'entrée et rapidement. Ben, en fait, elle indique qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois et que ça ne bouge pas. Oui, mais il va falloir qu'elle se groupe avec un certain nombre de pharmaciens qui sont chez le même éditeur pour faire une demande groupée. Là, peut-être que ça pourra peser. Mais c'est pas normal hein, qu'ils refusent. Pas normal. Ils doivent laisser le choix. Après, j'ai plein de… Mais comme c'était une demande que de l'USPO, certains ont fait pression sur les éditeurs pour pas qu'ils le développent. Suivez mon regard. Après, j'ai encore pas mal de questions sur la sérialisation. Y a-t-il une date butoir pour la sérialisation fonctionnelle? La date butoir, c'était février, il y a 3 ans. 9 février 2019. Voilà. Donc, la date butoir, ça fait longtemps qu'elle est dépassée. Donc là, il faut monter. Ça commence à bouger. Hein. On voit que les pharmaciens, malgré la campagne électorale, ont compris que voilà, il
il fallait y aller. Après, il y a des éditeurs qui sont prêts, il y a des éditeurs qui sont facilitateurs, des éditeurs qui ne communiquent pas beaucoup. Donc là, on va avoir une nouvelle réunion avec les éditeurs pour qu'ils mettent en place voilà, un tuto explicatif pour que les pharmaciens le mettent en place. Il y a encore quelques logiciels qui ne le font pas. Voilà. On sait que du côté de WinPharma, ça traînait un petit peu. Et quelques spécificités dans certains logiciels qui n'ont pas encore développé, mais bon, ça devrait maintenant être vraiment à la marge. Comment faire avec une boîte ramenée à l'officine suite à une erreur de dispensation? Alors, de toute manière, c'est très compliqué. Hein, alors, si vous avez décommissionné à l'entrée, voilà, si ça s'est passé là dans l'instant, bon, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous l'avez décommissionné à la sortie, ça peut poser un petit peu plus de problèmes parce que une boîte qui a été décommissionnée, on peut la recommissionner dans un délai de 10 jours, à condition que ce soit le même opérateur qui le fasse. Donc, vous avez passé une commande chez votre grossiste répartiteur, il y a une erreur. Ce n'était pas le bon dosage. Il y a une erreur, vous êtes trompé de ligne, vous avez commandé du 50 à la place du 100. Et donc, du coup, ça ne servira à rien. Donc là, même si vous l'avez décommissionné à l'entrée, vous avez 10 jours pour pouvoir le rendre au grossiste répartiteur. Lui va faire la vérification, il va vous reprendre le produit. Au-delà de 10 jours, c'est fini. Vous ne pourrez plus recommissionner la boîte pour qu'elle reparte dans le circuit. Donc, si vous récupérez une boîte d'un patient avec une erreur et que vous refaites la facturation, etc., il n'y a pas trop de problème, mais vous savez que ça, c'est pas vraiment la chose la plus facile à faire. Hein. Si quelqu'un vous ramène une boîte, c'est que vraiment ça s'est fait dans l'instant, quoi. Ou dans la même journée, on ne peut pas récupérer des boîtes et les remettre en circuit. Du moment qu'elles sont sorties de la pharmacie, c'est pas dans les bonnes pratiques. Comment le décommissionnement se fait-il quand on a un robot avec chargeur automatique? Alors, vous pouvez avoir avant le chargement un passage sur un tunnel qui décommissionne toutes les boîtes. Donc voilà, il suffit de rajouter un tunnel. Je sais que des fabricants sont en train de le faire. Hein. Donc quand la boîte passe pour aller dans le chargeur, eh bien, hop, elles sont décommissionnées au fur et à mesure et elles rentrent dans le robot. Donc c'est assez simple. Ça a l'avantage aussi de le faire en back-office, hein, à l'entrée. C'est que si jamais vous avez des problèmes de connexion, parce que voilà, ça commence un petit peu à ramer sur votre connexion Internet et que le décommissionnement ne se fait pas en instantané, voilà, les logiciels prévoient de garder ça en mémoire et après, tout d'un coup, ça repart. Mais quand vous êtes devant le patient et que vous devez attendre la réponse, là, c'est beaucoup plus embêtant. Est-ce que vous avez une idée du volume des boîtes contrefaites sur le marché? Très faible, très faible. Vous avez aujourd'hui quelques signalements qui ne sont pas des boîtes contrefaites, hein, qui sont liés à un problème de transmission du fabricant au web européen où ça n'a pas marché sur l'identification boîte par boîte. Donc ça, c'est des fausses contrefaçons. Et donc, il y a un délai aujourd'hui dans la montée en charge pour ne pas avoir des alertes inutiles. Et ensuite, il y a la vraie contrefaçon. Là, je crois qu'il y a eu de l'EPO qui a été détecté en véritable contrefaçon du côté des Pays-Bas. Et je sais qu'il y a eu deux, trois médicaments qui ont été contrefaits. Alors, c'est rare, hein, mais c'est l'objectif. C'est-à-dire que si on met en place un système qui contrôle la contrefaçon, ben, ceux qui sont en train d'essayer de faire du business auprès des pharmaciens, eh bien, ils savent que là, ça ne marchera pas. Donc, ils vont se détourner et faire de la contrefaçon d'autres produits. Mais ils savent qu'en Europe, ça va être très compliqué de mettre des produits contrefaits. Et ça fait partie d'une stratégie de prévention. L'objectif, c'est de ne pas en avoir. Mais parce qu'on a mis des barrières.
C'est comme quand vous construisez des digues pour éviter une inondation. Vous dites, l'inondation, on en a une tous les 20 ans, ouais, mais quand vous l'avez, vous l'avez, quoi. Donc là, c'est pareil, c'est la même stratégie. On fait de la protection pour éviter que les gens rentrent et fassent que le pharmacien délivre des médicaments qui seraient nocifs pour les personnes, quoi, ce qui serait totalement inadmissible.